Salut, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag. Oui, je dis salut, pas bonjour. Je sais pas pourquoi. Je dis salut, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag. 30 minutes sur la scolarité de vos enfants, c'est toujours friendly, comme le dit mon ami Alix. Effectivement, initiative sur le plan local et national, des beaux parcours de vie également. Et donc toujours avec Alix Nguyen, comme tous les jours. Comment ça va, Alix? Ça va. Ça va, tu vas bien? Je ne sais pas pourquoi j'ai cet accent aujourd'hui. C'est parti pour le sommaire de cette émission. On reçoit aujourd'hui une championne d'escrime, Zora Kelly, qui a participé aux Jeux Olympiques avec les couleurs d'Algérie. La Francienne qui s'est malheureusement blessée. Mais elle a toujours le sourire et la forme et la détermination. Vous le verrez dans un instant. La conseillère de la ville de Bagnolet viendra nous donner de ses nouvelles dans un instant. Conseiller sport de haut niveau et études, c'est possible, mais l'équation C reste ô combien délicate en France. Comment organiser son temps? Quel sacrifice cela demande? Pas mal, vous en doutez. Comment fixer ses objectifs? Suivez le guide. C'est au programme de ce mag. Et puis dans ce mag, il y a une loupe. Et la loupe, c'est avec Alix. Oui, je vous parle de ces sportifs de haut niveau qui se reconvertissent en politique. Et ils sont nombreux, particulièrement à travers le parcours de Laura Flessel. On en a une en plateau, c'est magnifique. On y va. Même si ce n'est pas une reconversion, parce qu'elle mène tout de front, véritablement. Bonjour Zora. Bonjour. Salut Zora. Ça va? Zora Kelly, ça va super. Championne de sable, mais je peux préciser championne d'Afrique de sable, c'était en 2022. Yes. Il y a tout juste 2 ans. On va revoir les images dans un instant, quelques petites images. C'est toujours bien de se remémorer des bons souvenirs. Également conseillère municipale chargée de la petite enfance, dans la très belle ville de Bagnolet. Et également, parce que c'est pas suffisant, étudiante en sciences politiques. Avant c'était la Sorbonne, maintenant c'est à Nanterre, c'est ça? J'ai eu ma licence d'histoire à la Sorbonne et là maintenant je suis à Paris-Nanterre pour sciences politiques. C'est pour Sciences Po, à Paris-Nanterre, et blessé. Ouais. Le sourire toujours, effectivement, qui est présent, mais on dirait pas comme ça. C'est vrai que moi je suis toujours touché quand ça touche au genou, parce que bon voilà, j'ai connu aussi. Le rêve olympique, alors c'est pas terminé sur une mauvaise note, je vais pas le dire comme ça, mais du coup ça a un petit peu compliqué, parce que donc tu as participé aux Jeux Olympiques. Donc, pas l'épée, pas le fleuret, mais le sabre. C'est ça ta spécialité. Avec l'équipe d'Algérie. Oui. Et aussi en individuel. Comment ça s'est passé? Comment tu as vécu, toi, ces Olympiades à Paris? Alors, déjà, c'était incroyable. Le Grand Palais. Ouais, le Grand Palais, plaît, c'était franchement incroyable, le Grand Palais, parce que on n'était pas préparés. Franchement, je pense que tous les athlètes n'étaient pas préparés pour ça. J'ai pas eu la chance d'y aller, mais je visualise et j'ai vu les images. Non, franchement, c'était incroyable. L'ambiance, quoi. Ah ouais, l'ambiance. Pour l'escrime, enfin, moi, j'ai déjà vécu, j'ai plein de potes escrimeurs et tout, en équipe de France et tout. Mais j'ai jamais vu une ambiance pareille. Ah non, en tout cas, pas dans ce pays. Ouais, c'est vrai. C'était incroyable. C'était incroyable. Donc, franchement, c'était surprenant et à la fois, ça faisait un peu peur. Enfin, C'était intimidant un petit peu de rentrer dans l'arène? Ouais, l'entrée, elle était vraiment, c'était déjà spectaculaire. Spectaculaire parce que on entendait énormément la foule. Enfin, il y avait un gros brouhaha. Du coup, on avait vraiment, enfin moi en tout cas, j'avais peur de pas entendre l'arbitre, de pas être prête directement au pré-aller. Enfin, il y avait plein de, mais en tout cas, c'était incroyable. Donc perte de repères. Enfin, compliqué. Ouais. C'est vraiment. On dit souvent que les Jeux Olympiques, il n'y a pas. C'est vrai que les Jeux Olympiques, on n'est pas énormément sur toute l'année, alors que d'habitude, on est 200, 300 compétitions en Coupe du Monde. Alors que là, on est allé maximum une trentaine, on est 30, 36. Donc déjà, c'est une compétition où ça va plus vite, du coup, et c'est sur un jour. Et au final, ça se joue au mental, quoi. C'est vraiment la préparation mentale qui nous mène à la victoire là-bas aux Jeux Olympiques, mais voilà. Et comment tu es senti? Donc tu as dit pour le repère c'était compliqué. Sur le plan de ton jeu, sur le plan de l'escrime, du coup, est-ce que tu es contente du niveau que tu as réussi à atteindre? Tu as réussi à faire ce que tu voulais? Comment ça s'est passé? Comment tu les as vécus avec un petit peu de recul? Sans même parler de la blessure, bien sûr. Alors sans parler de la blessure, je pense que j'ai été assez perturbée avant les Jeux Olympiques, avant mon épreuve la veille, parce que ça a été difficile un peu, déjà avec mon ancien entraîneur. Voilà. Désormais. Et du coup, c'était pas forcément le résultat attendu parce que normalement déjà faut savoir qu'on n'avait pas fait l'Algérie, on n'avait pas fait les championnats d'Afrique, du coup ça comptait pour les classements aux Jeux Olympiques. Et il y avait une pression supplémentaire sur cette équipe d'Algérie. Voilà, exactement, parce que du coup le classement il changeait complètement, il était un peu biaisé parce que normalement je devais pas faire le premier tour, donc je devais pas forcément tomber, et franchement, je ne vais pas vous mentir, mais j'étais vraiment un peu déçue quand même de ce que j'ai fait. Mais après, je reste quand même très fière parce que cette qualification, on l'a décrochée. On y allait, on l'arrachait avec les dents, quoi, parce que c'était difficile avec le genou aussi, avec un genou. Exactement. Avec un seul genou. Ouais. Mais voilà, en tout cas, ça reste une qualification et une expérience historique pour l'Algérie, que ce soit pour l'escrime féminin, donc c'était important. Bon, après, c'est pas la meilleure prestation, mais voilà, en tout cas, je
pourrais dire que j'ai tout donné. Voilà, j'en ai perdu même mon genou. Mais voilà. Et tu penses que ça a suscité des vocations en Algérie, pour le continent africain? Oui. Pour l'escrime, parce que c'est vrai qu'on pense continent africain, on pense souvent, bien évidemment, au ballon, au football, pardon. Exactement. Mais je pense que là, cette année, déjà de voir que il y a beaucoup plus de femmes africaines qui sont qualifiées aux Jeux Olympiques, ça motive un peu plus, du coup, cette jeunesse à être présente, à avoir un rêve et de réussir aussi, notamment via le sport. Donc pour moi, c'était aussi important et moi, je trouve que ça va donner une bonne dynamique pour le futur. Ils te disent quoi, toi, aujourd'hui, les jeunes à Bagnolet, que tu crois, ce qu'ils t'ont vu? Ouais, ils sont très contents. En tout cas, moi, Ils sont fiers. Hein. Ouais, ils sont fiers. Ils sont fiers. Et puis moi, ça me fait plaisir de toujours entendre. Par exemple, j'ai des voisins et des voisines où ils me disent moi aussi, je veux faire de l'escrime. Moi, j'ai un rêve. Je veux être sportif de haut niveau. Je veux faire les Jeux Olympiques. Enfin, moi, ça me fait plaisir parce que je me dis ouais, quand même. C'est vrai qu'à Bagnolet, on entend beaucoup la lutte. Enfin, c'est un gros club de lutte. Et Bagnolet, c'est quand même un quartier populaire. Donc, c'est vrai que ça fait plaisir de voir autre chose que forcément les sports connus comme le football, le basket, les sports classiques, exactement. Voilà, donc moi ça m'a fait plaisir et puis je pense que ça a permis aussi à d'autres familles d'inscrire leurs enfants dans d'autres sports. Ça a boosté des. Ouais. Il y en a pas mal qui viennent me voir forcément, qui m'accostent des fois dans la rue où ils me disent j'ai inscrit mes enfants à l'escrime. Bon, il n'y a pas de club encore à Bagnolet. Ça va venir, monsieur le maire, ça va venir. On travaille avec les associations. Voilà, mais voilà, en tout cas, ça fait plaisir et puis de voir que je suis quand même un peu, un exemple entre guillemets pour aider les jeunes à réussir. Moi, c'est le but. Ouais, c'est le but. C'est le but ultime. Quel héritage vont laisser d'après toi ces jeux? Il en a beaucoup été question. Avant l'arrivée de ces jeux, on s'est dit à quoi ça sert, ça coûte cher. Tu penses que concrètement, il va y avoir un héritage pour la Seine-Saint-Denis, pour Bagnolet? Oui, bien sûr. Ouais. Moi, je pense que là, je pense que déjà la Seine-Saint-Denis a commencé à travailler un peu sur des projets sportifs pour les prochaines années, notamment aussi avec la culture aussi. Je pense qu'ils vont quand même beaucoup plus développer. Et puis, comme la Seine-Saint-Denis a été la terre d'accueil, ils vont en profiter aussi. Ils ont réussi à avoir des subventions, je pense. Les structures ont été changées, rénovées. Donc là, ça va un peu plus dynamiser le fait d'adhérer, les nouveaux, les jeunes en tout cas, de faire du sport et de réussir. Voilà. Comment a commencé l'aventure avec l'escrime? Alors l'escrime. Au berceau. Oui. Voilà. Alors mon oncle, à Bagnolet, on allait à l'école et au multisport, on nous mettait à la lutte parce que notamment Bagnolet, la lutte. Et j'aimais bien la lutte au début. Et un mercredi, il y avait mon oncle à la maison et je dis devant lui et à mon père, je lui dis papa, je veux que tu m'inscrives à la lutte. Et mon oncle il s'est dit non, c'est impossible, non, ça va pas faire de la lutte, non, hors des questions. Et du coup à Montreuil, il y avait les journées associatives et découvertes pour le sport et notamment de l'escrime. Et du coup il m'a emmené mon frère et moi et depuis j'ai jamais lâché. J'avais quoi, 5 ans? Ouais, 5 ans. 5 ans. Ouais. Alix. Et justement, tu disais être satisfaite d'inspirer les jeunes à Bagnolet. Tu leur réponds quoi quand ils te disent que l'escrime, c'est un sport réservé aux élites, que ça coûte cher? En tout cas, j'essaye. C'est plutôt avec les parents que j'ai cette conversation-là où ils se rendent compte que c'est vrai que c'est assez onéreux. Mais après, il y a on va dire qu'il y a des solutions mises en place par les clubs de location de matériel où on peut trouver aussi maintenant, vu qu'on se questionne beaucoup sur le recyclage, l'environnement, etc. Du coup, il y a énormément d'habits qui sont aussi donnés, prêtés et bradés. Donc, c'est un peu plus facile de trouver des équipements, notamment pour les enfants, vu qu'ils changent, ils grandissent. Donc, du coup, pour les tenues, etc., on peut trouver des habits d'occasion et notamment les clubs louent. Voilà. Tu dis que tu as voulu rendre hommage à ta grand-mère justement par ton parcours sportif. Pourquoi? Ouais, exactement. Parce que c'était important pour elle, pour moi et pour elle, parce que ma grand-mère c'est une descendante de combattante. Elle a vécu la guerre d'Algérie, mon arrière-grand-mère et ma grand-mère. Et du coup, c'était ma façon de lui dire que moi aussi, au fait, je combats, mais dans le sport, et je représente mes origines, et je suis fière de ces origines. Donc, pour moi, c'était aussi ce côté-là où je voulais lui rendre hommage, quoi. Ça a commencé donc à l'âge de 5 ans, le coup de foudre, le virus instantanément. Ouais. Tu sais assez rapidement que l'escrime va t'accompagner pendant une bonne partie de ta vie? Oui. Ouais.
Oui, parce qu'en fait, au début, je faisais pas que de l'escrime, je faisais aussi de l'alto, du solfège. Donc c'était, j'avais un peu une vie assez rythmée. Et puis, le week-end, dès les premières compétitions, je l'ai gagné facilement. Et au final, c'était aussi un équilibre entre l'école et mon côté sportif. Mais je voyais pas le sport comme juste du sport et un loisir. Mais je voyais plus ça, faut gagner, Enfin, je voulais vraiment avoir un titre. Enfin, je savais que j'allais à l'escrime, mais c'était aussi un travail pour moi, enfin, entre guillemets, où je voulais vraiment réussir. Donc, un peu l'esprit de compétition, quoi. Ah oui, beaucoup. donc voilà. En général, quand tu fais les Jeux Olympiques, c'est que tu l'as un petit peu. Donc voilà, ouais. Du coup, pour moi, ouais, je voyais pas. Enfin, des petites, je me disais, ouais, je disais beaucoup à mon père. Championne. Ouais, je disais à mon père, je vais être championne du monde dans le monde. Ouais. Donc, cette phrase-là, il l'a toujours eu dans la tête. Et tant que je ne serai pas championne du monde dans le monde, je n'arrêterai pas. Ma soeur, elle vient de se faire opérer. Elle m'a dit qu'elle en marche déjà dans 3 jours. Ouais. Donc, et que l'entraînement à fond, en tout cas, non, la compétition se donnera dans 6, 7 mois. Enfin, tu m'as dit 7 mois, mais j'y crois pas. Voilà, ça va être beaucoup moins. Et aujourd'hui, tu gères 3 choses de front, tes études, tes entraînements, ta vie de conseillère municipale. Ça ressemble à quoi une journée type ? Alors, une journée type. Alors, moi, à l'époque, au début, je faisais mes entraînements de 9h à 15h. Et avec mon ancien entraîneur. Et après, j'avais la partie de la journée, le reste pour la mairie. Et le soir, soit je recevais les cours, ou soit en gros les week-ends je travaillais les cours parce que en gros à la Sorbonne l'université, j'avais ce dispositif d'être à distance, pas à distance, mais au moins d'être présente juste pour les contrôles, pour les, voilà, exactement, j'avais un aménagement spécifique. Est-ce qu'il n'y a pas dentaire? Il y a cet aménagement, mais pour moi c'était plus facile à la Sorbonne d'avoir cet aménagement, enfin notamment là en master, c'est plus, on a beaucoup moins de cours, on a plus, on a une période de stage un peu plus longue, donc pour moi il y a moins de cours, donc c'était moins difficile que là pour la licence à la Sorbonne, où c'est vrai que là il y avait énormément de matières, etc. Donc là il y avait un dispositif mis en place pour les sportifs de haut niveau et notamment pour les lauréats. Et ça m'a permis du coup d'avoir au moins les cours par les élèves ou par les profs et d'aller juste en contrôle terminé. Aucun temps libre en fait. Ouais, mais je trouve quand même du temps. J'arrive quand même à trouver du temps le week-end pour ma famille, mes amis, etc. Donc non, en fait c'était très chronophage. Ma journée est très chronophage, mais en fait, j'ai tellement eu cette organisation grâce à ma mère je m'organise la veille. Millimétré, quoi. Voilà, exactement. Du coup, c'était facile de programmer. Du coup, dans tout ce que tu fais, il y a une notion d'efficacité. Oui. Parce que le temps n'est pas extensible. Je ne perds pas de temps. Pour moi, j'ai besoin d'être efficace. Si je ne fais pas quelque chose qui n'est pas efficace, pour moi, c'est une perte de temps. Enfin, je fais pas la chose. 6 heures d'entraînement par jour, donc de 9h à 15h, c'est quand même assez conséquent. J'imagine, à raison de 5 fois par semaine, du lundi au vendredi au moins. Parce que les week-ends, un petit peu relâche, c'est compète quand même. Qu'est-ce que tu as dû justement le plus améliorer? C'était quoi sur tous tes axes de progression ces derniers mois? Sur quoi tu as le plus travaillé au final? Est-ce que c'est ton endurance, ta technique? C'est plutôt côté mental et accepter d'être touché ou de perdre le point. C'est vrai que je suis quelqu'un de très... C'est-à-dire rester dans sa partie, c'est ça? Non. Rester dans son match, dans son combat? Non, dans son combat, quand on se fait, dans un match où même des free fencing, en gros des matchs sans compter les points, j'avais énormément du mal à accepter qu'on pouvait me toucher. Voilà, exactement. Toi, tu veux gagner sans qu'on te touche une seule fois. Voilà, exactement. Enfin, voilà. Mais c'est un peu compliqué. Mais ça se traduisait comment? Tu ruminais exactement. Sur le moment. Ouais, sur le moment, je ruminais ou je crie un peu quoi. Mais ça te fait sortir quelque part un peu de ta concentration. Exactement. En fait, ça me frustrait. Du coup, j'avais une perte d'énergie et d'émotion. Du coup, j'arrivais pas à contrôler énormément de mes émotions. Et du coup, je pense que là, déjà avec les Jeux Olympiques, la blessure, je prends beaucoup plus de recul et je prends aussi en maturité. Donc, je vois mes erreurs. Ce travail sur le mental, tu le fais toute seule ou t'es accompagnée? Ouais, là, je le fais toute seule, accompagnée maintenant. Et avant, c'est vrai que c'est pas que j'y croyais pas, mais c'était un peu difficile. Ah, la petite photo, je te coupe. Ouais. C'était il y a 5 jours. Exactement, avec le professeur qui a mis. Le professeur, effectivement, qui a réparé ton genou. Donc oui, le mental, tu disais que le mental, c'est très important. Là, je pense que c'est la partie où je vais un peu plus me focaliser là pour les prochaines années.
C'est quoi les prochains objectifs? Je sais que les artistes oui, et les sportifs aussi, de haut niveau, ont cette capacité tout de suite y compris en période de blessure, à se remobiliser et à se refixer rapidement des objectifs. C'est quoi ces objectifs? Alors... Attention, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Alors attention. Non, je pense que là, je pense que cette blessure m'a fait du bien de faire une bonne pause. Parce que c'est vrai que c'était... Ça t'a obligé à faire une... Ouais, ça m'a obligé, mais je l'ai accepté au final, rapidement quand même, parce que c'est vrai que ça faisait déjà 5 ans que je courais derrière ces Jeux Olympiques, la qualification, le stress... le stress aussi de l'entourage de tout le monde, et du coup c'était un peu difficile à gérer. Mais là je pense que cette blessure arrive au bon moment, parce que je me dis là on est en début d'une prochaine Olympiade, c'est la fin d'une Olympiade et là on arrive sur une prochaine Olympiade. Et l'objectif il est clair, c'est Los Angeles. Voilà. Bon après et mes objectifs à court terme, je pense que là pour le moment je me les fixe pas tant que je ne peux pas reprendre les déplacements d'escrime. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que l'escrime toi t'as apporté au quotidien, et notamment justement puisqu'on parlait d'optimiser, maximiser en fait, et d'être très productif. Qu'est-ce que ça t'a apporté toi justement dans ton parcours scolaire? Déjà d'être énormément autonome, réussir à être autonome, réussir à être en lien avec tout le monde, aider et être très ouverte et sociable avec les autres, parce que c'est vrai que même si c'est un sport individuel, ça reste un sport où on a un adversaire, où on s'entraide quand même à l'entraînement, donc c'était aussi important c'est important que tout le groupe fonctionne ensemble, parce que si c'est une seule personne, c'est impossible, on peut pas réussir sans le groupe. Et notamment l'escrime, ça m'a appris aussi à être résiliente, à ne pas lâcher. Si j'ai une mauvaise note, faut que je continue, et le travail ça paye, etc. Donc c'était très facile, et puis surtout, je pense que j'étais beaucoup plus autonome et mature très rapidement. Conseil à la petite enfance, parce qu'il manquait une casquette effectivement. C'est du coup la ville qui t'a approché, ou ça s'est fait tout naturellement? Je pense que ça s'est fait. Ouais, ça s'est fait plutôt naturellement, parce que au moment où je deviens... Pourquoi si tôt? Alors, si tôt, je sais pas forcément. Alors, je venais, j'avais 19 ans. Ouais. 2020, c'est ça? Ouais, depuis 2020. Ouais. Depuis 2020, donc au final, je savais pas forcément ce que je voulais faire dans la vie. Après, j'étais juste en licence d'histoire encore, du coup, je sortais de mon bac. Tu voulais juste être championne du monde. Voilà, exact. C'est déjà pas mal. Et au fait, c'était... je sais pas, en fait, c'est venu un peu... Non, en fait, si quand même, dans ma tête, je me suis dit, ah oui... C'est vrai qu'il n'y a pas de club d'escrime, on parle que de la lutte. C'est vrai que Bagnolet, c'est un club... Bagnolet, c'est une ville, 93, c'est populaire. Donc c'était important aussi de montrer qu'on cassait un peu ces codes-là, que l'escrime, on peut venir d'un quartier populaire et de faire de l'escrime. Et que c'est vrai que mes parents, ils n'ont pas non plus des salaires, ils sont professeurs, donc voilà. Et qu'on pouvait venir... Belle profession. On aime bien les profs, nous aussi. Et du coup, pour moi, c'était aussi important de montrer qu'on pouvait réussir et que on pouvait toucher à n'importe quel sport. Et je voulais vraiment pousser les jeunes des quartiers à faire du sport et à aussi s'investir dans la politique, parce que notamment je voyais pas énormément de jeunes, je me reconnaissais pas énormément dans les listes, parce que il y avait pas de jeunes, il y avait pas de sportifs, et je me suis dit pourquoi la politique ça touche que certaines personnes, catégories d'âge. Donc moi je trouvais ça pas normal, alors qu'on était citoyens et que à partir de 18 ans c'est aussi important, on commence à voter. Donc je me suis dit pourquoi pas, et du coup je me suis lancée. Mais pas le sport, la petite enfance. Mais ça te va bien. Ah ouais, je parle de la petite enfance là. Oui, je sais. T'aurais pu te dire, je vais être conseillère au sport. Ouais, non, après c'est des négociations politiques, etc. Et moi, je pense que dans mon côté, je voulais un peu changer aussi. Je vous mens pas que, en fait, j'aime bien faire plusieurs choses, mais différentes. Pas la facilité. Voilà, exactement. L'école, je voulais pas, forcément, les professeurs à l'époque, ils me disaient, va faire STAPS, tu fais de l'escrime, mais moi, je voulais pas, vous contrôlez pas ma vie, je veux pas faire STAPS. Donc, je voulais faire autre chose, et du coup, ma licence, c'était l'histoire, du coup, je cloisonnais. Donc, j'avais cette envie de cloisonner, parce que je me disais, comme ça, je passe vite à autre chose, et c'était plus rapide pour moi, après, de switcher dans ma tête pour être concentré sur autre chose. Ouais, faut suivre ça très vite. Et tu viens de dire que ce qui tient à cœur, c'est de représenter la jeunesse. Par quoi ça passe? Qu'est-ce que tu essaies de faire pour mieux représenter cette jeunesse de l'intérieur? Alors, déjà d'une, d'être un peu plus
mobiliser déjà politiquement et d'être présente au niveau de la collectivité. Après, sur mes projets, enfin les projets qui sont mis en place à la petite enfance, c'est vrai que bon, du coup, j'ai pas le sport, mais d'être présente et de travailler en transversalité avec les autres délégations, ce qui est très important, même si c'est la petite enfance, où on a toujours un projet commun avec le sport, le handicap, etc. Et du coup, pour moi, c'était important. Et puis, d'être présente aussi au niveau de la collectivité, de se dire que les habitants, c'est vrai que, ok, on est élus, etc., mais aussi on est proches et on est à leur service et on est là pour améliorer leurs conditions. Donc, c'était ça mon objectif dès le début. C'est quoi, justement, ta principale difficulté dans ta mission concernant la petite enfance? La petite enfance. Ouais. Alors déjà, c'est les places en crèche, oui. Tout bêtement. Ouais, franchement, c'est un secteur en tension. Énormément en tension, le personnel et franchement je remercie encore, je le redis à chaque fois quand je fais mes visites et j'interviens en conseils municipaux, je remercie énormément le service parce que c'est vrai qu'elles font un travail d'enfer, donc c'est difficile et c'est vrai que des fois les parents ne se rendent pas compte parce qu'ils se disent bon c'est qu'un enfant, parce qu'eux ils ont que 1 ou 2 enfants, donc c'est un peu, pour eux c'est facile et c'est une tâche, mais c'est épuisant. Et c'est vrai que c'est un métier en tension où il y a un manque de recrutement, même si l'État commence un peu à être un peu alerté sur ce sujet-là. Mais on va beaucoup en parler. Il y a un livre qui sort là. C'est sûr qu'on va beaucoup en reparler. Et tu as pu faire ta rentrée normalement avec ta blessure ou... Oui. Je me suis pas sur les béquilles. Non, j'avais fait ma rentrée avant l'opération, donc ça allait. C'est l'heure de la loupe. Et la loupe, c'est avec Alix. Alix, tu reviens aujourd'hui pour nous sur le parcours de Laura Flessel. Tiens. Mais oui, puisque la trajectoire de notre invitée n'est pas sans rappeler, même si tu n'y es pas encore, sait-on jamais, celle de nombreux sportifs reconvertis en politique. La carrière d'un sportif professionnel de haut niveau, on le sait, est souvent courte. La question de l'avenir se pose rapidement et nombreux sont ceux qui, comme Alain Calmat, ancien champion du monde de patinage artistique et premier sportif à occuper le poste de ministre des Sports en 1984 sous François Mitterrand, ou encore David Douillet, ministre des Sports entre 2011 et 2012 sous Nicolas Sarkozy, ont choisi de se tourner vers la politique. Laura Flessel, escrimeuse française la plus médaillée de l'histoire, elle aussi a emprunté cette voie. Elle a été nommée ministre des Sports dans le premier gouvernement d'Édouard Philippe. Elle a d'ailleurs expliqué pourquoi ce choix de carrière était naturel pour elle. C'était sur Europe 1. J'ai 46 ans aujourd'hui, j'ai 40 ans de sport et donc du coup j'ai connu le loisir, la performance, la haute performance, la reconversion. On a cassé les paradigmes aussi. J'ai connu ma fille en étant sportive de haut niveau. C'est aussi gérer des croyances qui ont sauté. Derrière il y a la reconversion, l'insertion, mais en même temps pendant 15 ans en parallèle j'étais fortement dans le tissu associatif et humanitaire. Donc ça m'a permis aussi d'être sur le terrain. Et puis finalement on remet à César ce qu'on lui a donné. J'ai créé un club. Donc du coup, on voit aussi la dure réalité de créer un club. Après, il y a le côté régalien qui est nouveau. Je suis de la société civile, mais pendant 5 ans j'étais au CESE, au Conseil économique, social et environnemental. J'ai pu déjà m'approprier certaines règles. Et puis voilà, lorsque j'ai eu cette chance de reprendre un ministère de plein exercice, on n'est pas seul, on a un cabinet, il faut choisir ce cabinet. Exactement. Et ces conseillers, mes conseillers, ce sont aussi un reflet de ce que le président de la République a fait. C'est un joli mélange de personnes de société civile qui connaissent le métier. Et on l'a compris, la politique a donc rapidement occupé une place importante dans sa vie. Zora, tu trouves qu'il y a quelque chose de logique quand on est un sportif de haut niveau de s'engager en politique pour défendre les valeurs du sport, par exemple? Je pense. Après, c'est vrai que c'est pas anodin de sortir du sport et d'aller en politique, mais c'est vrai qu'il y a énormément de personnalités sportives qui sont maintenant rentrées dans la politique, donc je pense que c'est pas. Je pense qu'il y a plutôt une vocation et puis l'expérience, le fait de voyager, de rencontrer des situations de difficulté dans les fédérations, dans des clubs, etc. Ça pousse aussi forcément à avoir des combats, des projets et à se lancer aussi dans la politique. Bientôt futur ministre des Sports. Quel rôle doit jouer le sport dans les politiques éducatives en Ile-de-France et peut-être plus précisément à Bagnolet? Très bonne question. Alors.
Vous avez 2 heures. On en demande trop, tu trouves, parfois au sport? Parce qu'on a l'impression qu'en ce moment, le sport est peut-être le remède miracle pour tous les maux de la Alors, société. je pense que c'est parce que là, c'est les Jeux Olympiques, ils ont eu lieu à Paris, donc c'est un peu pour ça, on joue un peu avec ça. Mais non, je pense que le sport, il est fédérateur et c'est important aussi c'est vrai que on a besoin, enfin le sport c'est important pour la santé, c'est important pour la santé mentale, physique. Sport santé, sport bien-être, on disait, la pratique sportive, comment on peut peut-être améliorer la pratique sportive dans une ville comme Bagnolet? Ou alors tu vas me dire qu'on n'a pas besoin de convaincre les habitants de Bagnolet, on est déjà à fond dedans? Non, faut quand même... Non, ou alors c'est des sports peut-être moins attendus, à commencer justement par l'escrime? Déjà avec avoir un peu plus de structure et de structure sportive. Ça c'est un problème de moyens, c'est un problème de place aussi. C'est un problème de place, de moyens, et puis je pense aussi les subventions que l'État octroie aux collectivités. C'est vrai, elles sont moindres. Il n'y en a plus beaucoup là. Voilà, exactement. Donc c'est un peu difficile, mais voilà, faut trouver un peu faut aussi les associations. Faut que les associations sportives se motivent aussi, et puis faut mobiliser. Je sais pas comment vous expliquer, mais le sport c'est aussi important parce que ça véhicule aussi des idées écologiques, santé, l'inclusion avec le handicap, etc. Donc c'est toujours important. Il y aura toujours plein de projets à mettre en place et c'est pas les idées qui manquent, en tout cas à Bagnolet. Alix. Et comment tu vois ton avenir? T'aimerais faire un métier en rapport avec le sport ou pas nécessairement? Alors pas nécessairement, mais c'est vrai que... J'ai une idée, mais tu veux pas nous le dire. Non, franchement, je me suis jamais posé la question. J'ai toujours fait les choses sans me projeter vraiment au loin, à part avoir mes objectifs déjà prédéfinis pour, par exemple, ma délégation, le sport ou l'école, mais j'ai pas de métier type ou de profession. Et la politique, je sens que c'est quelque chose qui te stimule et t'aimerais aller plus loin éventuellement. Ouais, exactement. Parce qu'on voit toujours, alors, il y a parfois les querelles politiques, mais il y a aussi la politique au sens noble, où on fait des choses... le vrai engagement. Ouais, le vrai engagement très concret. Et c'est vrai que toi, tu es au contact de la population et que tu dois voir... Je préfère, exactement. Des images où, effectivement, tu inaugures... Alors, je crois, c'est une école avec Stéphane Troussel? C'est quoi? Alors c'est le projet Gérardo. C'est un projet où, en gros, du coup, on prouve que la petite enfance, c'est un secteur en tension. Vous voilà. Alors, le département nous a légué à 1 euro symbolique. La crèche... à l'époque Gérardo, qui était une crèche départementale, où du coup c'est vrai qu'ils avaient beaucoup moins de personnel et du coup la crèche a dû fermer et pendant au moins 2 ans la crèche était vide. Donc le projet était de récupérer cette structure afin de fusionner 2 structures municipales de Bagnolet et de faire un gros projet dedans, ce qui a pu être fait avec du coup l'aide du département et de la municipalité et du coup ça a permis d'augmenter le nombre de berceaux, de places et de mettre là normalement pour le projet 2025-2026 un accueil à côté de la crèche Gérardo, un accueil parents-enfants. Pour les parents qui n'ont pas eu de place en crèche et du coup ça permet aussi de faciliter et d'alléger un peu les parents. On attend la médaille maintenant. On attend la médaille. Oui. Parce que Los Angeles, ça va arriver très vite. Exact, c'est demain. Médaille en individuel et par équipe, c'est ça l'objectif? L'objectif, c'est de rester qualifié par équipe. Déjà. Voilà. Et oui, pourquoi pas. Et en attendant, la plus grosse échéance, ce sera quand? Si tout se passe bien et que dans 6-7 mois, tu reprends la compétition. J'espère au moins faire la fin de la saison championnat du monde. Et après, voir si c'est possible de faire les championnats universitaires. Et après, reprendre... C'est où ça, les championnats universitaires? Du coup, alors cette année, ça va être en Allemagne. En Allemagne? Oui. Eh ben, on va noter tout ça et on ne manquera pas de te reconvoquer, entre guillemets, bien évidemment, pour qu'on fasse un petit point d'étape. Merci beaucoup, Zora Kelly, d'être venue nous voir, championne de sabre, qui a participé donc aux Jeux Olympiques, sur une jambe incroyable, et qui a quand même performé, conseillère municipale chargée de la petite enfance à Bagnolet, et étudiante en sciences politiques à Nanterre. Merci pour l'inspiration, merci pour ces minutes, merci pour ce témoignage. On se retrouve très bientôt, ma chère Alix. À demain. À demain. Ciao.